Grâce à cette globalisation de la vision de la monnaie, on a en fait en pratique aussi de multiples expériences au niveau local et de multiples formes de monnaie qui apparaissent au niveau local. Alors, des monnaies locales ou régionales qui sont des monnaies commerciales, on peut dire, mais qui n'ont pas pour finalité d'être accumulées. C'est-à-dire, au contraire, ces monnaies sont émises soit par des associations, en association avec des pouvoirs publics locaux ou par des pouvoirs publics locaux qui prennent l'initiative. Et ces monnaies sont émises pour dynamiser l'économie locale et développer les échanges marchands à l'échelle locale. Mais très souvent, ces monnaies, dans leur dispositif de création, incorporent l'idée que la monnaie est faite pour circuler le plus vite possible de façon à pouvoir dynamiser d'autant plus les échanges à l'échelle locale. Et très souvent, ces monnaies, elles portent un taux d'intérêt négatif, ce qu'on appelle des monnaies fondantes. Donc l'idée, c'est que si vous n'utilisez pas la monnaie, eh bien, elle va perdre sa valeur. Et c'est programmé. Alors, ça peut être tous les mois, etc. Et donc, cette monnaie... alors, je ne développe pas parce que je n'ai pas le temps. Donc, ces monnaies commerciales, mais aussi des systèmes de banque de temps, c'est-à-dire des échanges de services où l'unité monétaire, l'unité de compte monétaire est l'heure de temps, quelle que soit la qualité de la personne qui dépense son temps, c'est-à-dire sa formation, ou quelle que soit l'activité. Ça, c'est ce qu'on appelle les banques de temps et les systèmes d'échange locaux qui sont partiellement des banques de temps qui mêlent un peu la dimension éventuellement commerciale et cette dimension d'échange de services en temps. Et ces échanges de services en temps ne sont pas nécessairement articulés à la monnaie nationale, à la monnaie officielle. Souvent, elle s'autosuffit, alors que les monnaies commerciales, en général, sont adossées à la monnaie sociale. C'est pour ça qu'on les appelle complémentaires. Et vous avez aussi, alors, troisième grande catégorie, des systèmes de crédit mutuel, c'est-à-dire des systèmes interentreprises, on dit B2B, business to business, c'est-à-dire que des PME, des petites entreprises, utilisent entre elles un système de crédit et se font crédit les unes les autres. Alors vous avez le grand exemple connu, c'est le système suisse qui s'appelle le VIR et qui a été inventé dans les années 30 et qui continue de marcher très bien et qui regroupe 60 000 PME suisses et dans certains secteurs occupe un place très important dans l'économie suisse. Alors on voit que là, il y a des finalités très diverses de la monnaie, même opposées de la monnaie, car en ce qui concerne la monnaie globale, par exemple le soi-disant, ce qu'on appelle le quasi-étalon dollar, lui, sa fonction principale, c'est de représenter la liquidité ultime, de pouvoir être accumulé, d'être réserve de richesse, de personnifier la richesse qui s'accumule. Et d'un autre côté, vous avez des monnaies qui, au contraire, se déprennent de interdisent cette fonction, en fait. Interdisent cette fonction. Alors, ce qui amène à considérer que la monnaie, en fait, on parle très souvent, on vous l'enseigne dans les collèges, que la monnaie a trois fonctions. La monnaie, sans précision. On ne dit pas la monnaie de la société, etc. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que la fonction réserve de valeur n'est pas une fonction de la monnaie, mais un usage de la monnaie. Et qu'un usage particulier dans une société historique particulière et qui n'est pas généralisé. Et quand on a une approche de la monnaie comme un peu plus sophistiquée, qui considère que la monnaie, c'est une institution qui sert aussi bien à créer du lien social, à financer des activités marchandes, à financer de l'accumulation capitaliste, à financer des pouvoirs publics dans leur production de services non marchands, à financer des dons contre dons, etc. Vous avez une multiplicité de transactions dans une société et la monnaie, c'est la monnaie qui exerce ça. Elle le fait à partir de propriétés génériques, des propriétés génériques qu'on peut opposer à l'usage. Les propriétés génériques, c'est celles qu'on retrouve pour toutes les monnaies, pour quel que soit leur usage privilégié in fine dans une société historique. Parce que la monnaie n'a pas été inventée par le marché, elle n'a pas été inventée par l'État, et parce qu'elle existe dans des sociétés, c'est les anthropologues qui nous l'apprennent, qui n'ont ni marché très important, ni État. Et donc, si ça vous intéresse, vous regardez les travaux des anthropologues sur la monnaie, vous montrent qu'en Nouvelle-Guinée, vous avez un laboratoire monétaire assez fantastique, et pourtant, il y a très peu de marché au sens
où on l'entend, et il n'y a pas d'État non plus, et cette monnaie joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces sociétés. Et cette monnaie, c'est une unité de compte, et c'est un moyen d'honorer ses dettes aussi. Donc les deux propriétés génériques que l'on peut fixer à la monnaie, c'est ça, c'est d'être principalement une mesure des droits et des obligations. Alors mesure dans le double sens, à sa fois vous mesurez quantitativement, mais vous mesurez au sens sa limite, hein, de limitation. Vous rendez plus raisonnable, vous mesurez, vous mesurez, c'est-à-dire vous contrôlez Et le second usage, c'est effectivement une forme plus concrète, hein, c'est ce qu'on appelle les objets monnaies, hein, les instruments de paiement, les moyens de paiement qui servent à honorer les dettes, à les couper, mais pas nécessairement à les couper. On les coupe quand ce sont des dettes qui sont coupables, c'est-à-dire au sens on peut les annuler, hein, on peut annuler des dettes, mais il y a des dettes dans la société, par exemple votre dette fiscale vis-à-vis de l'État, vous ne pouvez pas la couper, mais vous l'honorez tous les ans. Hein, voilà. Donc je passe un peu plus vite là-dessus. Donc deux grandes caractéristiques donc, qui montrent que cette diversité monétaire observable, nous partons de l'observation là, c'est que la monnaie n'est pas qu'un instrument économique, mais bien plutôt une institution ou même un rapport social dont les dimensions politiques et symboliques sont cruciales pour qu'elle soit acceptée comme un instrument économique pour payer les dettes créées par les échanges, par les dons, par la fiscalité, par le fait que par la redistribution. Et deuxièmement, la monnaie sert à de multiples fins pour de multiples usages et elle intervient comme médiation dans des activités très différentes et on ne peut donc la réduire à une monnaie marchandise ou à une monnaie actif financier, comme on l'apprend dans les manuels d'économie maintenant. Alors, les monnaies citoyennes ou associatives, créées au niveau local, et dont le monnayage, je l'ai dit, prévoit qu'elles peuvent rapporter un taux d'intérêt négatif, rapporter c'est une fonction, bon, n'exercent pas la fonction de réserve de valeur. Voilà. Ça, c'est un truc important. À partir de là, ça vous ouvre une perspective sur la monnaie complètement différente. C'est-à-dire que la monnaie, ce n'est pas uniquement la mauvaise schématistique d'Aristote quand on est anticapitaliste. Hein. C'est quelque chose de positif. Ça peut être, la monnaie, en fait, peut être utilisée positivement ou négativement pour arrêter la circulation ou pour dynamiser la circulation. Vous voyez. Donc, voilà, donc ça, c'est important. Alors, et là, j'ai envisagé deux niveaux de la monnaie. J'ai envisagé d'abord la monnaie au niveau global, la monnaie des marchés financiers, hein, la monnaie des échanges internationaux, qui sont des échanges capitalistes, et les monnaies locales, qui sont des monnaies citoyennes, en fait, des monnaies communautaires, des monnaies d'association qui, pour dynamiser les liens sociaux entre eux, les échanges entre eux, mais ces échanges s'entendent au sens d'échange social et pas seulement d'échange marchand, c'est-à-dire d'échange d'idées, etc., d'échange de services, et bien là, vous avez ce niveau-là. Or, entre ce local et ce global, eh bien, en fait, il y a des niveaux intermédiaires, et notamment le niveau national, hein, où la logique au niveau national, historiquement, sauf dans la dernière période, la période néolibérale, eh bien, en fait, c'était le niveau des monnaies fiscales, des monnaies émises par les puissances publiques et qui ont pour fonction de financer un type de transaction que Polanyi appelle de redistribution, et de répartition, de redistribution. C'est-à-dire que là, vous avez une circulation de la monnaie entre des individus et un centre qui redistribue cette monnaie. Alors, en France, on a un très bon exemple de ça, c'est le système de protection sociale par répartition. Hein. Là, vous avez des gens qui cotisent, qui centralisent les cotisations, et les cotisations sont redistribuées sous forme de prestations, pas nécessairement à ceux qui ont cotisé, puisque vous avez là un système de don contre don dans le temps qui est assez important. Et donc la monnaie, ça sert aussi à financer de la réciprocité, des échanges, des transactions réciprocitaires. Entre les deux, vous avez donc cette histoire de la monnaie étatique, de la monnaie fiscale, émise pour financer aussi bien la trésorerie de l'État, et là je vous conseille de lire un livre qui vient de sortir sur la dette publique par Benjamin Lemoine, qui montre bien comment, dans la dernière période, eh bien, en fait, tout ce système de monnaie, ce niveau de la monnaie fiscale a été, dans la période néolibérale qu'on vit depuis 40 ans, éliminé, éradiqué. Hein, éradiqué, c'est-à-dire qu'on a interdit
au pouvoir public d'émettre leur propre monnaie. Voilà. Et donc ce niveau a disparu en Europe. Et cela explique, ce que explique la montée et on a remplacé cette monnaie par une monnaie unique, doublement unique à l'échelle de nos pays. Elle est unique dans la zone géographique de la zone euro, c'est pour dire un mot de l'euro, mais aussi elle est unique parce que c'est une monnaie uniquement de crédit bancaire, dont l'émission est monopolisée par l'oligopole bancaire, c'est-à-dire des monnaies de crédit. Et bon, je ne développe pas. Donc, mais pour me montrer, or, il y a une troisième catégorie de monnaie régionale qu'on n'observe pas en Europe, mais qu'on observe dans différents pays. Ce sont des monnaies qu'on appelle, qui, dans une fédération, s'appellent des monnaies provinciales, hein, des monnaies provinciales qui sont émises par les niveaux des États fédérés dans une fédération. Quand il y a une politique unique, une monnaie unique au niveau de la fédération, eh bien, la tendance, comme dans la société civile, la tendance quand vous êtes exclu de l'usage d'une monnaie parce que sa logique n'est pas d'être bien redistribuée au niveau local, comme c'est le cas de l'euro bancaire, eh bien, vous avez non seulement la société civile qui se met à se réapproprier la monnaie, mais en même temps, les pouvoirs publics locaux qui peuvent s'inscrire en faux par rapport à la politique unique menée au niveau national ou fédéral. Voilà, donc je peux m'arrêter là. Pour vous donner juste une illustration, bon, donc j'ai distingué 3 niveaux, mais en fait, dans le monde actuel, par rapport, on a 5 niveaux, en fait, hein, en gros. C'est-à-dire que par rapport au système, quand on avait des monnaies métalliques, c'était assez simple de voir toutes ces différentes échelles. Parce que vous aviez le cuivre qui circulait au niveau local, les monnaies de billon, les monnaies de cuivre. Au niveau de national, ce n'était pas la nation, mais du territoire politique faisant unité, et on avait des monnaies d'argent, qui étaient la monnaie fiscale, mais aussi les monnaies du commerce, des échanges marchands. Et ça, je vous renvoie à Braudel, hein, à Civilisation matérielle, économique, capitaliste, où ça c'est très bien montré. Et au niveau international, c'était l'or. C'était des monnaies d'or qui circulaient au niveau international. Et donc, maintenant, on a des choses plus complexes, mais déjà, dans l'Empire ottoman, c'était ça, mais il y avait aussi des monnaies internationales. Avant, la monnaie de billon, c'était une monnaie rurale, essentiellement, des villages. Et dès qu'on avait des villes, elles étaient intégrées à l'espace national. Maintenant, les monnaies locales, elles intègrent à la fois des monnaies de campagne, des monnaies dans des environnements ruraux, mais aussi, ça peut être le cas de villes. Et donc, vous avez le niveau de la ville, de la métropole, qui peut jouer un rôle important. Ça, on l'a vu dans les années 30 aux États-Unis, où un grand nombre de villes américaines ont émis des tax anticipation script, comme on dit, des monnaies fiscales, en fait, et avec beaucoup de succès, des villes comme Detroit, Chicago, etc., etc. Et parce que... Bon, j'ai combien de secondes? Voilà. Donc, l'autre niveau, au niveau du national, dans le cas de notre cadre européen, vous voyez bien, on a des nations et on a un niveau d'Union européenne. Et là, on voit bien qu'il est intermédiaire entre le global et le national. C'est pour ça qu'on appelle ça régional. Alors évidemment, le mot régional est gênant parce qu'on l'utilise aussi pour le niveau infranational. Donc, mais si vous voulez bien, réfléchissons, nous avons donc 5 échelles. Et les monnaies à ces différentes échelles, elles ne sont pas appelées à avoir les mêmes usages. Et quand on veut aller reprendre l'idée, l'utopie économiste, financière, d'une monnaie unique à l'échelle internationale, qui pourrait remplir tous les usages à toutes les échelles, on s'aperçoit que c'est une visée qui est complètement inefficace au sens. Et là, pour citer Littauer, montre bien, nous avons besoin d'une pluralité monétaire et d'une adaptation des modes d'émission à chaque échelle aux fonctions de la monnaie qui vont être privilégiées par les populations et qui ont besoin de la monnaie pour à la fois vivre même à leur niveau de subsistance, mais aussi pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà. Merci Bruno. Thérèse, j'aurais dû préciser que vous êtes un spécialiste de la monnaie, je pense que tout le monde l'a compris. Vous avez publié Théorie française de la monnaie, une anthologie aux presses universitaires de France. Vous avez dit plein de choses qui nous ont provoqué, notamment les étudiants, sur le fait que ce n'est pas forcément un État qui crée sa monnaie, alors qu'on nous apprend un peu l'inverse avec la naissance du franc. Mais j'ai plein de questions pour vous, on y reviendra. J'aimerais quand même tout de suite passer la parole à... Après, vous inquiétez pas. À Marie Faré, pour qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qu'on appelle ces monnaies locales. Et je dois préciser que vous avez fait une thèse justement sur ce sujet, les conditions monétaires d'un développement local soutenable, des systèmes d'échange complémentaires aux monnaies subsidiaires. Alors, Marie,
c'est quoi un petit peu l'état des lieux aujourd'hui en termes de monnaie complémentaire? Bonjour, merci. Alors, bon, Bruno a déjà dévoilé un petit peu quelques éléments. Donc effectivement, je vais me concentrer sur le lien finalement entre monnaie et territoire, et notamment au regard du développement de ce que l'on appelle les monnaies sociales, citoyennes, locales, complémentaires, associatives. Donc beaucoup de dénominations qui ne renvoient pas forcément exactement aux mêmes objectifs, mais en tout cas, c'est un développement donc, depuis le début des années 1980 qui s'est réalisé à travers un processus de multiplication et de différenciation de ces dispositifs à l'échelle mondiale, donc dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, et un processus de différenciation qui se traduit en fait par une adaptation des dispositifs aux conditions socio-économiques locales, mais aussi qui s'inscrit dans l'activation d'une culture de l'expérimentation et par la prise de conscience que la monnaie, c'est finalement un outil malléable que l'on peut adapter à des fins qu'il appartient également donc, à la société civile de définir. Cependant, donc, malgré le développement de ce type de monnaie, les possibilités ouvertes par l'utilisation des usages de cette monnaie, et notamment selon des objectifs définis par la société civile, sont finalement relativement peu étudiés, et notamment au regard du sérieux de la fonction monétaire et de son inscription finalement dans l'univers bancaire et technocratique. Or, ces monnaies portent un certain nombre de potentiels sur lesquels je reviendrai après, mais juste dans un premier temps, c'est peut-être reprendre deux distinctions, enfin deux types de monnaies, finalement, de monnaie locale, de monnaie sociale, existent, si on fait ça un petit peu de façon peut-être caricaturale, mais il y a des monnaies de crédit mutuel, donc la monnaie est créée à travers l'échange entre des individus. Ce sont souvent des systèmes entre particuliers, ce sont les banques de temps qui reposent sur une unité de compte qui est l'heure. Donc une heure est égale à une heure, quel que soit le statut social de la personne et le service qui est échangé au sein de ces monnaies. En France, on trouve par exemple les accorderies, donc qui sont nées au Québec et qui se sont également développées en France. Ou encore les CEL, systèmes d'échange local, qui s'inscrivent également dans cette dynamique de crédit mutuel. Donc ça, c'est le premier type finalement de monnaie sociale que l'on trouve. Il y a un deuxième type, ce sont des monnaies locales, papier, voire parfois électroniques, qui circulent donc, comme les premières d'ailleurs, exclusivement à l'échelle de territoires et qui circulent au sein d'un réseau de particuliers et de professionnels, des prestataires, des commerçants, des artisans, qui vont donc utiliser cette monnaie dans le cadre de leurs échanges. Les pouvoirs publics peuvent également prendre part à ces dispositifs, et il y a un exemple assez convaincant en cela, c'est le cas de la ville de Bristol, où la collectivité locale accepte le paiement en impôts, donc le paiement en monnaie locale des impôts locaux. Donc il est possible également d'envisager cette articulation avec les pouvoirs publics. Pour revenir sur les potentialités de ces monnaies, on distingue trois objectifs principaux de ces monnaies. Donc le premier, Bruno, tu en as un petit peu parlé, c'est la question de la territorialisation des activités. Alors territorialisation des activités, c'est d'une part la territorialisation des activités économiques, dans la mesure où ces monnaies sont limitées dans leur usage d'un point de vue territorial, elles circuleront exclusivement donc à cette échelle territoriale. Donc, ce qui vise à privilégier l'usage local, donc des revenus qui sont tirés d'une production locale. On retrouve ici la volonté de dynamiser l'économie de proximité, puisque ce sont essentiellement des PME, des artisans, des commerçants qui vont notamment utiliser ces monnaies. Dans cette territorialisation, il y a également la question de la cohésion sociale, des liens sociaux qui vont être créés par la mise en place de ce type de monnaie sur les territoires, mais également de la dimension plus politique, au sens où il y a un objectif derrière de dynamiser la vie démocratique sur les territoires. Donc ça, c'est pour le premier objectif. Le deuxième objectif vise la dynamisation des échanges donc, sur ces territoires, dynamisation qui peut se traduire par la mise en place d'une monnaie fondante qui vise à accélérer la vitesse de circulation, ou encore par des dispositifs qui vont
favoriser l'accès au crédit. Accès au crédit, donc, qui se fait de façon automatique dans les dispositifs de type de crédit mutuel, donc le premier type que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque dans ces dispositifs-là, les personnes peuvent bénéficier donc de ce crédit automatique, ou par la mise en place d'une logique de microcrédit à la production ou à la consommation, par exemple, en monnaie locale. Donc là, on retrouve des exemples, notamment au Brésil, où des crédits sont octroyés avec des monnaies locales, dont l'exemple le plus connu, c'est l'exemple du Palmas. Le troisième objectif de ces monnaies, c'est peut-être un des objectifs les plus importants, c'est la question de la transformation des pratiques, des représentations sociales et des modes de vie. Donc, ici, cet objectif vise justement cette dimension symbolique de la monnaie. D'une part, donc, à travers des interrogations sur finalement les richesses et la façon de comptabiliser les richesses. Donc, certains dispositifs ouvrent par exemple à la valorisation d'activités qui ont une utilité sociale et environnementale. Donc une réflexion sur comment valoriser justement, c'est notamment ce que l'on peut appeler des éco-comportements. Il y a également une réflexion sur les besoins et la façon de satisfaire ces besoins. Donc satisfaction qui ne repose pas exclusivement sur l'avoir, mais qui peut reposer aussi sur l'interagir. Et ces dispositifs peuvent justement viser à démarchandiser finalement la satisfaction d'un certain nombre de besoins, dans la mesure où ils seront satisfaits à travers ces monnaies sociales. Il y a également des critères parfois sociaux et environnementaux qui sont développés à l'intérieur de ces monnaies, et c'est à travers la mise en place de chartes où seront sélectionnés les prestataires. Donc tout le monde ne peut pas utiliser la monnaie. Mais plus fondamentalement, c'est le travail de réflexion sur une monnaie, pourquoi, comment et avec qui permet de mobiliser les acteurs sur un territoire et de définir les caractéristiques organisationnelles de ces monnaies. Donc les monnaies peuvent constituer des outils, peuvent être finalement le catalyseur de la concertation de différents types d'acteurs qui ont parfois des intérêts divergents sur un territoire. Donc si on peut voir finalement le développement de ces monnaies comme une réponse à la crise économique, certaines d'entre elles vont s'inscrire résolument dans un projet qui est politique, qui est plus vaste, qui vise une transformation, où il s'agit finalement d'interroger le faire société. Et c'est notamment dans ce contexte de crise systémique que nous sommes invités donc à repenser finalement notre modèle de développement et à réactiver un désir d'inventer de nouveaux projets de société mieux ancrés notamment dans les dynamiques territoriales et qui vont développer des réponses articulées sur les différentes échelles, comme Bruno a pu le développer tout à l'heure. Donc ces monnaies constituent finalement un puissant levier de changement, et notamment parce qu'elles permettent d'ouvrir un double débat. Le premier débat, il va porter donc sur l'intérêt finalement, et voire peut-être d'ailleurs l'urgence, de penser autrement la monnaie, et notamment dans sa capacité transformatrice. Donc ces monnaies, par finalement la diversité et la richesse de leurs pratiques, invitent à repenser l'organisation monétaire. Et leur logique bottom-up, donc elles partent de la société civile, des acteurs, des acteurs territoriaux, peuvent intégrer l'imbrication donc entre les différentes échelles du pouvoir monétaire, mais à partir finalement d'un dispositif pyramidal que l'on peut considérer comme étant renversé, et ce qui peut permettre de remettre à l'ordre du jour donc la question de la démocratie comme étant au cœur du fonctionnement du système économique. Et par conséquent, elles vont remettre en cause l'imaginaire monétaire dominant en ouvrant donc la voie à la pluralité monétaire qui est à la fois une pluralité des institutions qui peuvent émettre notamment la monnaie, pluralité également dans ce cadre-là des souverainetés, pluralité des usages, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des monnaies, des monnaies qui vont viser la satisfaction
d'usage spécifiques à différentes échelles territoriales, au regard notamment justement de leur organisation monétaire, de leurs impacts et de leurs objectifs. Et le deuxième débat donc, que ces monnaies portent, c'est sur finalement les chemins qu'empruntera la transition vers d'autres modèles économiques, et notamment sur le rôle et la place des territoires, et également sur les formes nouvelles d'expression et d'action adoptées par la démocratie. Et c'est en ce sens que les territoires sont de plus en plus reconnus comme des échelles pertinentes pour penser et impulser les transformations sociales, voire sociétales, au travers d'articulations revisitées avec les autres échelles territoriales. Donc ici, il faut non seulement penser l'articulation des différentes monnaies entre elles, mais il faut également penser l'articulation de ces monnaies avec d'autres stratégies de développement territorial. Et c'est en ce sens que l'on peut parler également de monnaies complémentaires. Donc, complémentarité de ces monnaies avec à la fois les politiques orientées plutôt vers l'économie sociale et solidaire, par exemple, la transition écologique, ou encore donc la résilience territoriale, qui pourront finalement faire émerger les transformations et les mutations de nos sociétés. On peut penser également, par exemple, les articulations avec le revenu inconditionnel, des politiques qui vont valoriser les éco-comportements. Donc c'est vraiment l'articulation entre toutes les politiques sur les territoires qui finalement se place dans la même visée transformatrice et qui interroge ce faire société qu'il est nécessaire de viser pour justement interroger ce faire société. Merci Marie. J'aime beaucoup ce concept de monnaie fondante. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, la monnaie qui fond dans la main, qu'il faut dépenser tout de suite, c'est quelque chose qui vous parle et qui va vous susciter des réflexions. Andrea, je me tourne vers vous parce que vous êtes la plus riche d'entre nous dans une certaine mesure, car vous avez une monnaie rare que nous ne possédons pas forcément, donc précieuse, et vous êtes venu avec des vrais billets, le sol. Donc racontez-nous cette expérience magnifique et très originale. Oui, donc je vais parler des coûts du concret, donc des choses qui se font aujourd'hui, ce qui vient compléter aussi ce qui s'est dit et certainement ce qui se dira après. Donc je viens présenter un groupement qui s'appelle le mouvement Sol. Donc comme son nom l'indique, quand on est un mouvement, parfois ça bouge. Donc c'est une photographie d'aujourd'hui, ce que je vous fais, et certainement ça bougera. Et ce qui s'est été hier, c'est pas la même chose. Alors, nous, on s'est autodéclare comme un laboratoire citoyen et tout notre objectif, c'est tendre vers le bien-vivre. Donc le bien-vivre un peu inspiré par ce que les intermondialistes ont rencontré en Amérique latine. Donc vivre pleinement, et vivre pleinement, c'est pas évident, hein. Parce que ça ne veut pas dire juste avoir des choses, ça veut dire aussi être bien dans ses pompes, pour le dire d'une manière un peu colloquiale. Et donc, pour tendre vers ça, donc nous, on a fait des choix, on travaille sur des outils. Donc, les monnaies pour nous, c'est que des outils. C'est des outils effectivement d'échange. C'est des outils qui nous permettent de réfléchir sur les valeurs, ce qui a de la valeur pour nous. Parce que ce qu'on veut voir grandir dans la société, c'est des choses de l'ordre du développement durable. Est-ce que notre énergie citoyenne, on l'a dédié ça à là? Parce que des monnaies complémentaires, il en existe plein. Il y a les miles, il y a les cartes de fidélité que vous en avez certainement parfois que vous sortez chaque fois que vous achetez, mais pas nécessairement dans un but des transformations sociales. Donc c'est vraiment un peu là-dessus qu'on s'engage. On est aujourd'hui, donc on le voit avec un peu les petits points comme les soleils dans la carte, un peu partout en France. Il y en a plus de monnaies que ça. Je vous parle juste de celles qui ont fait le choix de s'associer ensemble. Donc il y en a 14 monnaies citoyennes, dont une à 3 volets. Donc 3 volets comme ceux qui ont été décrits tout à l'heure. Un volet ton, donc une accorderie. Un volet monnaie locale, donc d'échange commercial dans un cadre d'économie sociale ou développement durable.
Et un troisième volet qui est de l'ordre de l'affectation. Donc, souvent, on va dire, bon voilà, on va... toutes les gens qui viennent en vélo au lycée, ben, on va leur donner de la monnaie. Et on va voir qu'est-ce qu'ils font avec, par exemple. On va favoriser les gens qui vont faire du vélo. Donc, un groupe à 3 volets aussi, il y a des banques des temps dans le projet. Donc, il y a un projet qui s'est développé en Inter qui s'appelle Écotemps et qui essaye de se développer aussi un peu partout à niveau de l'île de France. Il y a aussi une compagnie de théâtre donc, qui aide aussi à vulgariser ce travail-là et à le raconter, parce que parler de la monnaie, ce n'est pas toujours effectivement très sexy. Et pourtant, si on parle de l'appropriation citoyenne, ça veut dire qu'on s'intéresse à cette chose-là et qu'on essaye de la comprendre et de la décortiquer, et donc de faire un outil de réflexion. Bon, voilà. Et puis après, il y en a d'autres structures un peu plus alternatives, des éco-villages qui essayent d'expérimenter des choses, des banques éthiques. Donc vous avez entendu tout à l'heure sur les banques et l'évasion fiscale, mais précisément des banques aussi qui font des choix des sociétés différentes, qui disent à un moment donné, on ne va pas spéculer non plus n'importe où, on va financer certains projets. Il y a des collectivités, donc des institutions publiques, donc de l'ordre des élus, qui s'engagent aussi dans ces projets-là. Et évidemment, aujourd'hui, on accueille autour de 24 services civiques par an à niveau national. Pourquoi je vous parle de toute cette diversité? Parce que faire des démocraties, c'est la chose la plus difficile que vous en avez à faire. Parfois, vous essayez dans votre classe. Et quand on le fait avec des parties prenantes qui sont toutes différentes, c'est un sacré défi. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et après, on va s'associer aussi dans un mouvement beaucoup plus large, donc avec d'autres. Vous en avez certainement entendu de certains d'entre eux. Alternativa, par exemple, ou Attaque, Collectif Roosevelt. Bon, voilà, des gens aussi qui s'associent à niveau national pour aller interpeller des partis dans le monde de l'économique. Mais pourquoi on parle de ça? En fait, parfois, on a la sensation qu'on est dans une structure où il y a tellement de puissance qu'on a la sensation qu'on ne peut rien faire. Et en tout cas, nous, on ressent qu'avec les monnaies locales et complémentaires et citoyennes, c'est un outil qui fait une réponse à la toute financiarisation de l'économie, comme en ce moment, les coopératives l'ont fait par rapport à l'industrialisation de l'économie, ou comme en ce moment, par rapport à la royauté, nous avons créé et inventé la démocratie. Donc c'est un outil pour se réapproprier et pour essayer d'agir sur ce monde qu'on veut voir grandir dans la société. Une pluralité, une convergence qui va partir sur, on va dire que ça c'est la méthode, il y en a la méthode du rêve, une résistance créatrice, donc ça c'est l'inspiration de Patrick Bivray qui a travaillé sur ce sujet, une expérimentation anticipatrice et une vision transformatrice. Donc, quand on dit une résistance créatrice, je pense que vous en avez entendu aussi, par exemple, des choses comme la nuit debout, qui met sur les parpaings les potagers. On va dire que ça, à un moment donné, sont des choses sur lesquelles on dit, voilà, on va véhiculer des idées, donc c'est de l'ordre de la résistance. Mais après, il y a l'expérimentation anticipatrice, donc c'est des tests, des petits tests, qui nous permettent à un moment donné aussi de mettre en action et expérimenter, donc comprendre les choses par l'expérimentation. Et après de s'intégrer dans une vision beaucoup plus large qui permette d'aller petit à petit dans cette transformation. Donc dans cet ordre d'idées, nous on essaye de mener des choses, donc des petites actions. Elles ne sont pas énormes, elles ne se transforment pas tout, mais elles nous transforment déjà nous et notre entourage le plus proche. Et en faisant ça, et en se le démultipliant, ça va au plus large que le global. Donc une pluralité d'expérimentations avec des convergences, avec toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est piloter la monnaie dans une communauté politique, la première communauté politique la plus proche, et en essayant après par la suite de s'élargir ou de voir avec les autres, en touchant à la question de la richesse, de la valeur, de tout ce qui a du sens pour nous dans la grande transition. À réfléchir aussi sur l'affectation monétaire. Donc, par exemple, la table ronde de tout à l'heure qui était sur l'évasion fiscale, nous, on va s'afficher clairement « Stop à l'évasion fiscale », on le fait avec d'autres. Et on a mené l'année dernière toute l'action des faucheurs des chaises, y compris jusqu'à cette année d'ailleurs. Mais bon, je me trompe peut-être dans les dates, puisqu'on les a rendues en fait. On a rendu les chaises et la police les a récupérées. Mais tous ces objectifs-là, c'est de mener
on a une résistance créatrice pour qu'il y ait vraiment du jugement derrière, pour que les juristes, les juges fassent leur boulot. D'accord ? Et la troisième qu'on mène aujourd'hui, qui parle plus aussi de la création monétaire, elle est faite parfois sur des pétitions. Donc on est en train de mener une pétition aujourd'hui qu'on appelle création monétaire pour le peuple, donc qui est plus à niveau européen. Donc différentes associations, on s'est associé à différentes associations parce que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, elle crée de l'argent, le quantitative easing, et c'est distribué via les banques secondaires. Quand on sait comment ça a fait déjà avant, ben on sait que ça continue juste à entretenir le déjà fait, donc les crises systémiques. Donc c'est une manière de continuer à réfléchir sur la création monétaire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment, pourquoi. Une création monétaire, son affectation, et puis expérimentation. C'est vraiment les trois méthodes sur lesquelles nous on travaille. Effectivement, les valeurs, donc on les a un peu dit, je n'y reviens pas, mais effectivement, il y a un travail de réflexion sur la relocalisation, pas de toute l'économie, parce qu'on a des petits muscles, c'est sur toutes les transactions financières, et à partir là, donc, de l'économie locale et durable, donc de faire soutenir cela, reconstituer une épargne dans son territoire, donc tout ce qui est de l'ordre de l'économie réelle. Faire circuler cette monnaie, donc on a travaillé un petit peu sur la question de la fonte, qu'est-ce que c'est la circulation, comment elle vient à lubrifier des échanges dans un territoire donné. Donc du coup, quand on travaille sur ça, on se pose la question aussi de comment elle circule ou comment elle ne circule pas la monnaie dans notre territoire. L'euro, il circule 2,4 avant de disparaître dans l'économie réelle et passer à la sphère de la spéculation, l'économie financière, par an. On travaille là, quand on fait ça dans une monnaie locale, on va essayer de réfléchir et de calculer combien de temps. Donc, par exemple, le sol violette le fait pour la France. On sait qu'une monnaie locale dans le cadre du territoire toulousain, elle peut circuler 6 fois. Donc, elle circule 3 fois plus vite que l'euro. Donc, elle vient irriguer davantage un territoire local, un territoire réel. Elle va travailler sur le fait aussi de compter les valeurs, puisqu'on va se réunir ensemble et on va dire cette énergie, on la met où ? On ne la met pas où, et donc on va travailler sur ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et du bien commun. Et effectivement, on va le faire via les discussions des parties prenantes qui s'associent à ce projet-là. Je voulais vous parler d'un exemple, parce qu'il me semblait que ça pouvait vous parler à vous. Un exemple d'une monnaie qui a travaillé aussi avec un lycée, donc c'est le lycée Gallieni à Toulouse. Donc les lycéens, à un moment donné, à partir de tout leur travail, ils ont fait le choix de réfléchir et de voir comment ils pouvaient utiliser une monnaie locale à l'intérieur de leur lycée. Donc c'est un lycée qui travaille sur les transports. Donc ils ont créé une carte, un mode de paiement c'est électronique, c'est une carte électronique. Donc ils ont mis des beaux moteurs. C'était les garçons, on avait commencé pour faire des petits châteaux et on a fini sur ça. Et donc on a mis ensemble toutes les parties prenantes du lycée. Donc les étudiants, la proviseure, les professeurs, les entreprises, qui parfois il s'agit aussi dans ce lycée, et autour d'une expérience de cafétéria. Donc les lycéens, ils ont créé une association d'élèves pour la gestion de la cafétéria. Et ils ont fait le choix aussi, donc des coûts, que les produits dans cette cafétéria soient des structures issues du commerce équitable ou de l'économie sociale et solidaire de son territoire, donc un travail de proximité. Et ils ont fait le choix aussi que ce café qui venait puisse être payé dans leur machine avec le sol violette, qui est la monnaie locale de Toulouse, donc où ils sont les plus proches. Donc ça permettait de voir aussi dans le milieu étudiant comment on peut agir. Bon, là c'est une carte beaucoup plus large, donc 80 groupes qui travaillent, 34 monnaies en circulation, 27 monnaies en projet, 9 monnaies qui ne circulent plus, mais à la limite, puisque la monnaie c'est une excuse, ce qui intéresse aussi c'est voir comment on a pu grandir nous dans les connaissances. 2 rencontres annuelles, souvent réunis autour d'une charte ou d'un manifeste. C'est effectivement une histoire récente pour la France. Tout à l'heure, on parlait du Palmas qui existe depuis maintenant une trentaine d'années.
Pour la France, bon, ça dépend si on compte effectivement les systèmes d'échange locaux, c'est à peu près pareil. Mais pour les monnaies économiques, en tout cas, c'est beaucoup plus récent. L'Oshko, qui veut dire euro en basque, c'est aujourd'hui la 3e monnaie la plus grande annonce monétaire dans l'Europe. Il y a eu aussi un rapport interministériel qui a été fait l'année dernière, et qui a été publié l'année dernière, pardon, et il y a eu aussi l'inscription dans la loi le mot monnaie. C'est la première fois dans un pays où le mot monnaie apparaît au-delà de l'euro, au-delà de la monnaie officielle. Donc le mot monnaie locale et complémentaire, il apparaît aussi dans la loi. Donc on voit bien aussi comment à partir de nos petites actions, on va influencer les lois, on va influencer à niveau national, et comment on va s'intégrer en s'associant à d'autres à niveau beaucoup plus macro. Donc 5000 monnaies dans le monde. Et je vous ai mis juste pour finaliser une petite citation de Thibault, qui est un étudiant qui a fini maintenant ses cours de licence de sociologie et d'économie, et qui a créé un projet d'épicerie. Et en fait, il relate que le but était de créer un projet d'association d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire sans de le mener à bien. C'était juste d'y réfléchir. C'était le cadre de ses études, donc il fallait réfléchir. Et le faisant, au fur et à mesure qu'il avançait, il s'est rendu compte que ce projet il pouvait être réalisable. Et donc, ça les a permis d'avoir une première expérience enrichissante et de mieux connaître le monde des entreprises, comme celui effectivement de l'économie sociale et solidaire. Et on a rencontré effectivement des obstacles, mais on œuvre aussi à un univers et à l'entraide, et les coûts des mains existent. Donc il y a plein de gens qui ont pu s'associer pour son projet, et aujourd'hui, il a créé son entreprise et il a créé son propre travail, et il accepte le paiement en monnaie locale dans son activité. Voilà. Merci Andrea. Montrez-nous vos billets là, c'est quoi? Oui, je vais les faire passer, alors comme c'est toujours un peu vous transgressif, les gardez pas, c'est ce que ça vaut c'est transgressif, créer de la monnaie, et puis bon, voilà. Donc vous allez voir aussi la réaction de l'avoir dans les mains, c'est pas neutre. Par contre, c'est pas des flyers, ils s'appelleraient bien, c'est de la vraie argent. Moi, je m'en sers, donc je vous en prie de regarder. Et c'est très important ce que vient de dire Andrea, parce que vous avez employé tout au début, ça n'avait pas grand-chose à voir en apparence, le mot de carte de fidélité. Mais une carte de fidélité que vous avez dans un magasin, c'est de la monnaie, dans une certaine mesure. Elle est reconnue, certes pas au niveau national, mais par ce magasin, comme étant une créance que vous avez sur lui. Et tout ce dont on vous parle, c'est très concret d'une part, mais c'est pas du tout folklorique, c'est-à-dire ça a une notion, certes pas de valeur légale, là je me tourne vers les experts, mais c'est quand même dans une certaine mesure reconnu comme une monnaie d'échange. Juste une précision là-dessus avant de vous passer la parole. Le statut légal. Oui, voilà, le statut légal, c'est toujours un peu compliqué, mais la loi ESS a intégré les monnaies papier, celles que vous avez là entre vos mains qui circulent, comme des titres de monnaie locale complémentaire de paiement, dont l'émission est possible exclusivement par des organisations définies comme étant des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc les autres monnaies de crédit mutuel n'ont pas de cadre juridique spécifique pour leur circulation. Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que si on arrive avec cette monnaie dans certains endroits avec des commerçants qui l'acceptent, on peut bien entendu faire la transaction, mais à la fin des fins l'échanger contre une autre monnaie? L'euro, pour pas parler de l'euro. Elles ont cours coutumier, on peut dire, et bon, elles posent un problème légal à partir du moment où il y a une contestation devant les tribunaux, c'est tout. Sinon, elles fonctionnent dans la communauté normale. Alors, celles qui sont adossées à l'euro, c'est plus compliqué, puisqu'il y a un fonds de réserve, puisqu'il y a une monnaie, un sol violette est adossé à 1 euro, et donc on l'achète avec des euros. Et là, on voit, ce qui est très intéressant du point de vue symbolique, c'est de montrer que des gens préfèrent acheter une monnaie qui n'est pas valable pour acheter n'importe quoi, qui ne peut pas s'accumuler, et ils sacrifient, entre guillemets, une monnaie qui leur permettrait de voyager, qui leur permet d'accumuler, etc., d'être placé à intérêt, etc. Justement, Bruno, vous faites la merveilleuse transition, merci. Dominique, donc finalement, tout ça, c'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin qu'une monnaie soit internationale? On va voir qu'on a de fausses monnaies internationales d'ailleurs. Mais
ce qu'on a essayé de montrer donc, cet après-midi, vous l'avez compris, c'est qu'il y a une multiplicité, une diversité des monnaies, et selon les hiérarchies territoriales. Et donc, si on admet cette vision, on peut penser qu'il faut des monnaies spéciales ou une organisation monétaire spéciale. N'oubliez pas que la monnaie pour nous est une institution, donc une organisation pour permettre précisément les échanges au niveau international. Et donc c'est pour ça qu'on parle de monnaie internationale. En fait, c'est ce qu'on appelle les monnaies internationales, ce sont des instruments qui ont deux fonctions. Bruno tout à l'heure a parlé d'instruments de réserve de valeur, mais je pense qu'il faut rajouter une deuxième fonction majeure qui est l'unité de compte. C'est-à-dire quand on échange avec des personnes étrangères qui travaillent dans des espaces territoriaux parfois éloignés, avec des usages monétaires et des monnaies différentes, eh bien c'est bien de se mettre d'accord sur une unité que l'on va d'échange, unité de compte, qui va nous permettre d'échanger dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, comme vous savez, dans la mondialisation, on a énormément d'échanges, d'ailleurs probablement excessivement nombreux, de marchandises, de services, de capitaux. Et d'autre part, on a aussi des déséquilibres de balance des paiements, les comptes des pays les uns avec les autres. Donc les pays excédentaires accumulent des créances sur les pays déficitaires qui, eux, accumulent des dettes. Dans quel instrument allons-nous les libeller? Eh bien, c'est là que ça pose la question des réserves de valeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que, Bruno le disait aussi au début, il y a des monnaies, et on pense à l'or, qui ont existé dans le passé et qui ont joué un rôle de monnaie internationale. C'est peut-être d'ailleurs la seule vraie monnaie internationale qui a existé d'une certaine façon, mais elle a disparu dans l'entre-deux-guerres. Bon, pour des tas de raisons, on y reviendra si vous souhaitez tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que nous sommes dans la mondialisation, dans un développement de cette mondialisation, et nous n'avons pas de véritable monnaie mondiale. Ce sont en réalité des monnaies nationales qui jouent ce rôle, à commencer évidemment, vous le savez tous et toutes, par le dollar. C'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un système monétaire qui s'est mis en place sous l'égide des États-Unis. On a pu parler même de la Pax Americana, c'est-à-dire sous la puissance politique des États-Unis qui était le grand vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale, ont imposé, on peut le dire, un système monétaire international dont le dollar était la monnaie centrale, comme on dit quelquefois, la monnaie clé. Et depuis, et encore aujourd'hui, cette monnaie, de très loin, est la monnaie la plus utilisée dans les transactions internationales, bien avant l'euro, par exemple, la monnaie européenne. La caractéristique du système dans lequel on est aujourd'hui, il faut bien le comprendre et vous le savez sans doute, c'est d'abord il se caractérise par l'instabilité. C'est-à-dire qu'on a des échanges qui se font entre les monnaies avec des taux de change, c'est-à-dire les prix du monnaie par rapport aux autres, qui sont d'une instabilité incroyable. Par exemple, vous savez que l'euro a perdu 20% de sa valeur contre le dollar ces derniers mois et que si ça se trouve, dans un an, il reprendra 10 ou 20%. C'est énorme, c'est des échanges. Si vous connaissez des chefs d'entreprise autour de vous ou des gens qui voyagent beaucoup, ils vous diront qu'ils sont perturbés, tout à fait gênés, pour ne pas dire plus, par ces changements de taux de change, ces variations des prix des monnaies. Donc ça, c'est la première caractéristique. L'autre caractéristique que je voudrais mettre en avant, c'est important pour le futur, c'est l'absence quasi totale aujourd'hui de coopération monétaire internationale. C'est-à-dire que nous avons un ordre économique mondial qui est la mondialisation économique, mais nous n'avons pas de véritable coopération, en tout cas dans le domaine monétaire, ou en tout cas cette coopération n'a jamais été aussi faible. Ce qui fait qu'on laisse jouer les mécanismes de marché principalement pour organiser les échanges des monnaies, et notamment les taux de change, d'où leur fluctuation incessante. Et d'autre part, certains pays se livrent à ce qu'on pourrait appeler une guerre des monnaies. Vous avez certainement entendu parler de cette expression. C'est-à-dire utiliser des instruments monétaires, par exemple en le dévaluant, pour essayer de gagner des parts de marché, et donc d'amplifier la guerre commerciale, ce qui n'est pas excellent pour la stabilité et pour l'harmonie mondiale. Alors du coup, pour nous, économistes, mais aussi pour les citoyennes que nous sommes, se pose la question de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Que faisons-nous? Et que allons-nous faire? Alors on peut espérer, c'est le vœu que je forme ce soir devant vous, qu'on va aller vers une coopération monétaire plus forte dans le futur, et on peut distinguer trois niveaux de coopération qui seraient dans le sens de faire d'une monnaie ou la monnaie internationale un bien commun, progressivement, à l'échelle internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi, pour cela, il faut une construction politique. Nous défendons là l'idée que la monnaie est une institution politique. Il ne peut pas y avoir de véritable monnaie sans institution politique forte. Entre parenthèses, c'est une des raisons pour lesquelles l'euro n'est pas une vraie monnaie. Pour moi, il n'y a pas de véritable construction politique, d'union politique en Europe. Donc l'euro n'est pas une vraie monnaie, de même qu'il n'y a pas de vraie monnaie internationale, parce que nous n'avons pas été capables encore de faire cette construction politique. Les niveaux de coopération peuvent être envisagés à 3 niveaux. Je vais très vite. Premièrement,
de travailler pour restreindre les fluctuations entre les monnaies, de faire, et on l'a fait dans le passé, il y a eu des accords dans les années 80 en particulier, les accords du Louvre, peut-être en avez-vous entendu parler, ou les accords de New York, du Plaza, où on a essayé de, temporairement, on y est arrivé, donc on pourrait le refaire s'il y avait une volonté politique qui aujourd'hui fait défaut. Le deuxième niveau, le deuxième problème qui se pose, c'est les liquidités monétaires internationales. Vous entendez aujourd'hui parler, vous lisez les médias, il y a trop de liquidités dans le monde, elles ne sont pas régulées, elles peuvent être source d'instabilité, de spéculation. Eh bien, que faire pour réguler cette liquidité? Eh bien là aussi, on peut imaginer que se mette en place un système, qu'on utilise des instruments précis, régulés par les autorités. Alors, on parle des droits de tirage spéciaux, vous en avez entendu parler, les DTS, qui ont été créés en 1969. À l'époque, il y avait une pénurie de liquidités internationales. Aujourd'hui, il y en a plutôt trop. C'est comment réguler ces liquidités, sous l'égide, par exemple, du Fonds monétaire, qui d'ailleurs devrait être, pour la circonstance, réformé, pour véritablement jouer ce rôle de régulateur international des liquidités. Ça permettrait aux pays de mieux financer leur balance de paiement, par exemple pour ceux qui ont des déficits, de ne pas être trop contraints par des problèmes d'endettement. Et puis, on a parlé à la COP21, vous vous en souvenez, au mois de décembre, de la question de financement de la transition énergétique pour les pays du Sud. Eh bien, il a été question d'avoir des DTS verts, c'est-à-dire d'utiliser les DTS comme instrument de paiement, de financement plus exactement, de l'adaptation à la transition énergétique par les pays les plus pauvres, les pays du Sud. Malheureusement, on n'a pas eu d'accord dans ce domaine, mais peut-être en aurons-nous un jour. Et puis il y a un troisième niveau, alors là c'est le sommet, mais il a été proposé en 1944 au moment où on a discuté de la réforme du système monétaire international, c'est ce qu'on appelait le plan Keynes. Vous avez tous entendu parler de l'économiste anglais John Maynard Keynes, qui était dans la délégation britannique qui a négocié ces accords et qui a proposé un plan beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ambitieux que ce qui est sorti des accords de Bretton Woods. Et malheureusement, ce plan n'a pas été accepté, et pour cause, parce qu'il prévoyait de mettre tous les pays sur le même plan. Alors que les États-Unis, à l'époque, ne voulaient surtout pas se retrouver sur le même plan que les Européens, les Japonais, etc. Et donc, du coup, on a mis en place un système très différent, mais ce qu'il proposait, c'est 2 ou 3 choses simples qui auraient pu changer la face du monde à certains égards. C'est des parités fixes entre les monnaies, ça on l'a eu pendant un certain temps, mais deuxièmement, de décider que tous les pays débiteurs, ou si vous préférez, déficitaires, ou excédentaires étaient logés à la même enseigne, que tous étaient responsables de corriger leurs déséquilibres. Car aujourd'hui, nous avons des déséquilibres abyssaux entre les pays comme les États-Unis et la Chine, qui sont une des sources de perturbation de l'ordre international. Et donc, si on avait mis en place un système qui aurait été fondé aussi sur une monnaie commune qu'on appelait le Bancor, qu'il a appelé le Bancor, qui aurait circulé principalement entre les autorités monétaires, on aurait pu avoir l'amorce d'une véritable monnaie internationale. Hélas, ça n'a pas été fait, mais peut-être un jour, il faut espérer. Et là, on aurait une vraie monnaie au sens fort du terme, parce que ça aurait été une monnaie qui aurait été émise dans l'intérêt général, avec des règles communes, acceptées pour tous et équitables entre toutes les catégories de pays, les pays déficitaires, les pays excédentaires. Alors pour terminer, je voudrais juste terminer sur un point, d'ailleurs Michel Aglietta, je crois, l'aborde aussi dans son livre, il en parlera peut-être, c'est qu'il y a un problème qui est celui de la souveraineté. C'est d'ailleurs le titre du livre, souveraineté monétaire. Ce qu'on entend par souveraineté, c'est quelles sont les autorités représentatives de population qui vont décider et comment elles vont décider d'émettre et de réguler cette monnaie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de souveraineté universelle, au sens d'une souveraineté mondiale. Ça n'existe pas, et peut-être que ça n'existera pas avant longtemps. Donc la question, c'est comment imaginer ou mettre en place une souveraineté monétaire sans souveraineté politique internationale véritable, sans autorité supranationale, démocratique, reconnue par tous, etc. Donc c'est toute la difficulté, et le mot que j'emploierai, que j'ai employé tout à l'heure, qui me paraît quand même tout à fait intéressant, c'est d'aller le plus loin possible dans la coopération monétaire, puisque là, il y a un acte politique qui est l'idée de travailler ensemble, de définir des règles communes, et là, on rentre dans la sphère monétaire, puisque là, finalement, la monnaie, c'est une institution, ce sont des règles, et on pourrait construire cette monnaie-là. On en est loin aujourd'hui, mais bon. Il y a d'autres sujets, j'ai pas le temps, si j'ai encore 1 minute ou pas. 1 minute, c'est, puisque je parlais tout à l'heure de la transition énergétique, c'est la question du carbone. Nous pensons que d'autres formes monétaires pourraient être créées, mises en place, à l'occasion de la lutte contre le réchauffement climatique, à partir des taxes carbone, de construire des instruments monétaires, monnaie fiscale internationale en quelque sorte, et qui pourraient jouer un rôle intéressant dans l'accompagnement de la transition énergétique.
Ça, on pense que c'est aussi un élément important. Ce qui montre d'ailleurs, cet exemple, à quel point la monnaie peut jouer un rôle central de transformation sociale, mais aussi de transformation dans l'ordre climatique. Ça montre bien la diversité des monnaies nécessaires pour une diversité d'usages et de fonctions dans la société, et à tous les niveaux, en commençant au niveau local et en allant au niveau global, au niveau international. Et c'est ça qu'on veut essayer de vous montrer cet après-midi, c'est que cette chaîne du local au global est très importante dans le domaine monétaire. Merci Dominique, il n'y a pas de raison qu'on fasse que de la publicité à Michel Aglietta, donc on va en faire pour vous aussi. Vous allez bientôt publier un livre, La monnaie et ses mécanismes, aux éditions La Découverte. Et donc vous pourrez approfondir tout ça. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, au fond, cette notion de souveraineté. On s'approprie une souveraineté quand on crée sa monnaie, et quelque part, c'est d'ailleurs le thème de ces journées, eh bien, c'est pour les territoires une manière de s'approprier de leur souveraineté, de recréer la monnaie. Avant de rentrer dans ce débat, moi j'ai une dernière question un peu concrète. On a beaucoup parlé presque du point de vue de l'utilisateur, mais si moi je suis producteur, comment local, à Toulouse par exemple, prenons le Sol Violette, comment je peux faire pour décider que mon journal demain vaut, je dis n'importe quoi, 3 sols violettes ou 5 ou 10 qui le détermine? Comment ça se passe concrètement ça, du point de vue producteur, hein, pas consommateur? Mais pour les producteurs, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les structures elles-mêmes qui décident. Donc si vous savez une organisation coopérative, ça sera des coûts avec vos salariés que cette question sera posée. Sinon, c'est le patron qui va décider pour vous. J'exagère un peu parce que je ne connais pas très bien le journal, mais j'ai caricaturé un petit peu. Mais donc des coûts, en fait, c'est une structure qui va décider et donc elle va voir si cette structure, ce fonctionnement les convient. Donc elle va payer, par exemple, vendre ses journaux en sol violette. Donc elle va se rencontrer avec une certaine somme de sol violette et par la suite, il va avoir à le faire circuler. Et donc du coup, cette entreprise-là, par exemple, elle fait déjà un travail sur le tri des déchets, accompagnée par une entreprise d'insertion. Donc du coup, elle peut payer ce service-là en sol violette. Ou elle peut payer aussi une partie des salariés, si les salariés le souhaitent, une partie des salaires en monnaie citoyenne, ainsi de suite. En fait, c'est le même fonctionnement. Je voudrais dire c'est presque le même fonctionnement qu'avec l'euro. En tout cas, ça ne change pas beaucoup dans les faits. Par contre, ça fait toute la différence. Parce que ce qui change sont les valeurs. C'est-à-dire que ce qui va en voir réapparaître, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ce métier de journal ? Quel est le bien commun qu'il y a derrière là-dedans ? Et donc, comment vous l'organisez pour ça ? Et donc, c'est la rencontre des deux choses. Et vraiment, il y a cette chose-là qui se passe. Souvent, les structures aussi, ils changent des coûts. S'ils ne se faisaient pas, par exemple. Si vous ne faisiez pas votre tri avec une entreprise d'insertion, peut-être que c'est l'occasion de le faire. Donc, il va y avoir aussi des changements là, dans ce sens-là. Mais peut-être juste pour préciser, c'est la question de l'équivalence, c'est-à-dire que le sol violette, et comme la majorité des monnaies locales papier qui circulent, sont gagées sur l'euro. 1 euro est égal à une unité de sol violette, une unité d'abeilles, une unité de sardines. Vous en avez cité quelques-unes en introduction. Donc pour le producteur, dans sa façon de comptabiliser, pour payer les taxes, etc., ça ne change pas son exercice comptable. Il y a finalement une substitution d'une monnaie à une autre. Voilà. Et juste pour revenir sur la question du cours, c'est-à-dire que ces monnaies n'ont effectivement pas cours légal, puisqu'elles il n'y a pas d'obligation d'accepter ces monnaies pour les personnes qui vivent sur les territoires de circulation de ces monnaies-là. Et elles circulent au sein d'un réseau limité d'utilisateurs, prestataires et particuliers. Et donc c'est le volet non obligatoire qui en fait une monnaie qui n'a pas cours légal. Voilà. Mais si on paye avec ces monnaies, on ne prend pas de risque d'aller en prison. Non. C'est important à préciser pour ceux qui voudraient l'utiliser, je pense. Sur ce côté un peu comment, oui, avant de passer par la salle, sur ce côté un peu comment on peut déterminer, parce que mine de rien, la monnaie c'est aussi un échange, alors une manière de faire vivre un échange local ou international, mais c'est pas simple à l'origine quand on est un producteur de dire voilà la valeur de mon bien c'est tant. Et la monnaie quelque part est un peu, enfin du moins tel qu'on l'apprend, l'arbitre, le juge de paix quelque sorte.
Oui, non, mais il faut bien voir que le problème de la monnaie, ce n'est pas un problème du juridique, c'est un problème de confiance. Et donc, dès l'instant que vous avez confiance dans la monnaie et que, en tant que dans des instruments de paiement, vous savez que vous allez pouvoir les transmettre à la même valeur, eh bien, on construit la confiance. Et la confiance, elle doit se construire, et il y a un niveau de confiance qui est le plus élevé, nous, qu'on appelle confiance éthique, qui signifie que vous avez confiance dans la monnaie parce qu'elle représente une communauté de valeurs. C'est là le mot clé. C'est-à-dire que vous reconnaissez que la monnaie est un bien commun dans une communauté politique à laquelle vous appartenez et qui est déterminée par une charte éthique. Alors quand c'est l'État, c'est une constitution politique, on est citoyen, on accepte parce que c'est démocratique, etc. Mais on peut créer des sociétés locales et qui acceptent un instrument de paiement pour développer une activité donnée. Et parce qu'on pense que le bien commun à cette échelle-là est cela. Et donc c'est en cela que la monnaie est un bien commun, y compris la monnaie telle qu'on la connaît maintenant, le dollar, c'est un bien commun, mais pour une communauté très particulière qui sont les agences de la finance. Au niveau international, au niveau international, ces monnaies d'État, mais qui sont en fait émises, dont l'émission est maintenant devenue le privilège des banques, et qui sont toutes porteuses d'intérêt, parce que la monnaie gratuite, ça n'existe plus maintenant, dans le monde capitaliste occidental, hein, bon, parce qu'il y a encore des endroits où il y a des États qui font circuler des monnaies gratuites, mais c'est la monnaie de cette communauté marchande et financière internationale. Et elle fait communauté, et elle partage, elle aussi, des valeurs, qui sont l'accumulation de richesses, se faire reconnaître, le rang, la gloire, enfin tout ce qu'on veut, etc. Vous voyez, mais ça, ce n'est pas le privilège de cette communauté-là. Dès l'instant qu'on fait partie d'une communauté politique à laquelle on se sent appartenir, ça nécessite essentiellement de partager au moins un certain nombre de valeurs alors qu'on a des intérêts très divergents. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre dans une même société alors qu'on a des tas d'intérêts divergents entre les patrons, le capital et le travail, un blanc, un noir, un provincial d'une province, un provincial d'une autre province qui parle avec un accent, etc. Toutes ces différences sont sublimées par une communauté de valeurs qui est la clé de voûte de la société. Et très généralement, c'est en fait des principes de justice, tout simplement. Soit c'est des valeurs de continuité, alors la nation, par exemple, l'idéologie de la nation. On appartient à une même nation. Hein. Nous, mais il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Par exemple, dans les pays qui sont fédéralistes ou fédéraux, il n'y a pas un État unitaire, il n'y a pas une nation complète. Prenez un pays comme le Canada. Hein. Vous avez une communauté francophone et une communauté anglophone. Et les Québécois, ils pensent qu'ils sont une nation. Mais ils ont deux nations, en fait. Et donc, mais à l'échelle du Québec, ils font un certain nombre ils reconnaissent des valeurs d'appartenance, et en même temps, ils appartiennent aussi au Canada à la communauté plus large. Et ils ont la même monnaie, pour le coup. Et eux, alors c'est un problème qui nous amènerait au problème de l'euro, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, et vous parliez tout à l'heure de battre monnaie, c'est un privilège ça, le battre monnaie. Et donc quand vous dites que la monnaie n'est pas gratuite, peut-être pour rappeler à nos amis étudiants, c'est un privilège que l'État facture en quelque sorte, ou se rémunère sur le privilège de battre de la monnaie. Ce que vous êtes en train de nous dire, et après je vous passe la parole parce que je suis sûr que vous avez plein de questions, Dominique, c'est que la monnaie peut mettre fin, j'exagère un peu, mais aux nations telles qu'on les conçoit aujourd'hui, que ça redonne vie à des territoires, à une nouvelle émergence avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la citoyenneté, le désir de faire émerger des sociétés civiles. Est-ce qu'en fabriquant sa propre monnaie, on peut déstabiliser les États ? Je ne crois pas qu'on peut déstabiliser les États, au contraire on peut les aider à mieux fonctionner, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les États fonctionnent très bien. Donc précisément si on arrive à satisfaire des aspirations légitimes au niveau local par exemple, ou au niveau régional, parce que l'aspiration européenne elle existe aussi très profondément chez beaucoup de concitoyens et nous-mêmes, eh bien la question monétaire est essentielle, et même elle est un trait d'union. C'est pour ça d'ailleurs que je suis personnellement en colère quand je vois la manière dont l'euro a été construit et conçu depuis le début d'ailleurs. Parce que je pense qu'on en a fait un instrument purement marchand qui a été là pour accompagner la construction du marché unique, point barre. Et donc on n'a pas véhiculé, on n'a pas mis en place des valeurs justement
de démocratie, des valeurs de coopération, des valeurs d'état social, etc., qui sont essentielles, je pense, chez la grande majorité des Européens. Et donc, c'est un problème. Je voudrais rajouter un point par rapport à la monnaie internationale. Il y a un mot qui me paraît important, c'est ce qu'on appelle une monnaie véhiculaire. Ce qui est étonnant avec le dollar, c'est que c'est probablement la seule monnaie dans le monde où vous pouvez avoir un paysan brésilien qui va échanger avec un paysan chinois en utilisant une monnaie qui n'est pas la sienne. Ni le yuan, ni le réal, on utilise le dollar. C'est-à-dire que l'intérêt d'une monnaie internationale, c'est permettre à des acteurs appartenant à des espaces monétaires différents et appartenant aussi à des sociétés différentes d'échanger entre eux, parce que l'échange, on ne bannit pas l'échange. La question, c'est sur quelle base éthique et d'équité aussi est construit l'échange. Et là, c'est là qu'une vraie monnaie internationale pourrait jouer un rôle très important, rôle qu'elle ne joue pas aujourd'hui, précisément avec le dollar, la manière dont il fonctionne. C'est un instrument plutôt de domination aujourd'hui, plus qu'un instrument de coopération. Merci à tous, merci à vous quatre, désolé, et vous cinq, pardon, Paul. Désolé pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais venez, on peut encore rester. Mais...